Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, dans Bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse au syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est exactement? Drifa Choulet, elle est coach et elle nous expliquera tout dans quelques instants. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. Télésurveiller ses salariés, les espionner donc, est-ce possible? L'avocate Émilie Méridjen nous dira ce que la loi explique en la matière. Et puis le cercle RH avec un grand entretien, et ce n'est pas de la science-fiction. Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, nous parlera des robots, les robots émotionnels, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut opérer le grand remplacement? On en parle beaucoup, le grand remplacement des robots sur les hommes, parce qu'ils sont partout. On fera le point avec elle. On parlera d'éthique aussi avec cette chercheuse. Et puis fenêtre sur l'emploi, Forme, je ne sais pas exactement comment on le prononce d'ailleurs, c'est un nouveau réseau social 100% connaissance, une autre manière d'apprendre. On en parlera avec le CEO de chez Forme, ce sera à la fin de notre émission, mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, il faut être, comme on dit, en confiance. Ce n'est pas toujours le cas. On en parle avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous venez régulièrement dans notre émission, dans la rubrique Bien dans son job, fondatrice et dirigeante de Le Premier Jour. C'est le nom de votre entreprise. Alors, vous venez de la banque. 20 ans dans la banque, et puis vous êtes aujourd'hui coach de manager, de dirigeants et de dirigeantes. Et vous avez un podcast, faut-il le préciser, une newsletter. On est un peu embarrassé avec le syndrome de l'imposteur, parce qu'on a envie de dire de l'imposteuse. Non, ça touche les femmes quand même. Trop facile. Alors, on pense que ça touche les femmes, mais pas seulement. La différence, c'est que les femmes vont avoir davantage tendance à en parler, à l'exprimer, alors que les messieurs vont peut-être être davantage dans une stratégie d'évitement. Et au-delà de toucher les hommes et les femmes, je pense que ce qu'il est important aussi de rappeler, c'est que ça peut toucher des personnes, alors qu'on appelle maintenant transclasse, qui viennent d'un milieu social ou socio-économique peut-être plus défavorable, voilà, qui sont également atteints par cette forme de syndrome qui fait dire est-ce que je suis à ma place? C'est quoi ce concept de l'imposteur, l'espèce d'idée quoi on n'est pas à sa place, c'est ça? On n'est pas à sa place. J'aime bien parler d'expérience de syndrome, qui est pourtant le terme générique. C'est une expérience transitoire qui nous fait attribuer à des causes externes ce qui en réalité revient à notre mérite, à nos compétences, à nos capacités. Donc c'est soit ce qui m'arrive en termes de réussite, c'est de la chance, soit j'ai vraiment beaucoup travaillé, donc ce n'est que du travail. Soit c'est peut-être pas faux d'ailleurs. Circonstances externes, ça peut, mais pas que. Concrètement, ça veut dire qu'on n'arrive pas à assumer ce que l'on est. C'est un problème très psy, en fait, cette histoire. Alors, ça devient un problème psy quand il est vraiment à outrance, quand il devient une souffrance qui peut nous mener à l'autosabotage. Autrement, c'est quelque chose dont on peut se sortir, qui génère une anxiété, un stress qui proviennent de ce doute et de ce manque de confiance, mais ça n'est pas forcément un problème psy. Le mécanisme, c'est quoi exactement? Comment ça marche? Parce qu'on voit bien les situations de vie de quelqu'un ça commence en 4e ou en 3e, quand la fille ou le garçon sort de classe et dit j'ai complètement foiré mon contrôle. Puis 3 jours, 4 jours plus tard, le prof distribue, elle a 18. Et ça agace beaucoup. Il y a un peu de ça aussi dans l'espèce de côté, oh non, je suis nul, j'y arriverai pas, puis finalement, elle a une bonne note. C'est quoi le mécanisme profond de ce syndrome de l'imposteur? Le mécanisme, c'est le doute. Alors le doute, quand il est à un niveau acceptable, c'est bien, ça participe du développement. Il faut douter. Il faut douter. En revanche, c'est quand ce doute extrême sur ses capacités génère, encore une fois, du stress, de l'anxiété, qu'on se dit tout cela est un hasard ou un coup de chance. C'est là, effectivement, qu'il convient de s'interroger. Ça peut se manifester, par exemple, par de l'ultra-perfectionnisme qui fait, on y arrive parce qu'on a surpréparé les choses. C'est ça, c'est des gens qui vont, pour une prise de parole, un meeting, une conférence ou une réunion, passer un week-end entier enfermé. Complètement. C'est ceux-là. Tout à fait, ce sont ceux-là qui ne s'accordent, par exemple, aucune erreur possible, pour qui la moindre erreur, ça va être source d'autoflagellation terrible. Donc effectivement, c'est ce mécanisme-là qui fait qu'on ne s'autorise pas à lâcher prise et à se dire que bon voilà, j'ai suffisamment préparé, ça va en fait. Juste cette question, je pense que vous y avez réfléchi parce que à travers vos clients, vous les croisez. Ça peut être aussi un dirigeant qui est dans le syndrome de l'imposteur et auquel cas il fait jaillir sur les autres
ses propres angoisses? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est intéressant que vous posiez cette question appliquée au management, au leadership. Effectivement, avoir un manager ou un dirigeant qui doute de lui-même, ce qu'il va renvoyer en miroir pour se rassurer, c'est par exemple micromanager. Vouloir absolument savoir tout ce qui se passe, surcontrôler, ne pas accorder le droit à l'erreur à ses équipes de la même manière qu'il ne se l'accorde pas à lui. Donc ça va mener à ces comportements extrêmes qui vont rejaillir sur l'organisation. Ouais. Vous l'évoquiez, vous le survoliez au début, mais est-ce qu'il y a un rapport finalement à ses origines sociales? Est-ce que tout part finalement de ce que l'on est socialement, je dirais presque familialement, dans ce syndrome? Oui, alors il y a une partie d'origine sociale, je vais y revenir. Ça vient d'abord, on pense qu'un des plus gros déclencheurs, ce sont des attentes parentales excessives vis-à-vis des Pression. Comme quoi, ça vient souvent des parents, malheureusement. Oui, tout part souvent des parents. Ensuite, il y a également ce côté socio-économique. Quand on vient, par exemple, d'une famille où les parents, les grands-parents n'ont pas forcément fait d'études, ne se sont pas élevés socialement, et que la personne y parvient, elle se dit oh, mais comment est-ce que je me suis extrait de ce milieu et que je suis maintenant dans une entreprise, que j'ai un gros job? Je ne viens pas vraiment de là. Donc c'est également une explication. Les personnes aussi, je crois que c'est moins intuitif, mais c'est important de le dire, qui ont eu une carrière fulgurante, qui se sont retrouvés propulsés très vite, très haut, et qui se disent non, mais c'est pas possible, j'ai eu de la chance, je ne suis pas arrivé là par mes propres mérites, j'ai eu un coup de chance, j'ai été au bon endroit au bon moment, mais j'y suis finalement pour assez peu de choses. Une des choses importantes aussi. Et parfois on renverse la table, excusez-moi. Oui, tout à fait, on renverse la table. C'est ce que vous dites est très juste, effectivement, ça peut mener à de l'autosabotage. Bah ouais. À de l'autocritique très forte qui en devient de l'autosabotage. Ouais, le cinéma l'a montré dans plusieurs films, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette réussite fulgurante, on la balaye d'un revers de main et on part à l'autre bout du monde. Il y a eu plusieurs films qui en ont parlé. Quand même, vous êtes coach, vous êtes dans l'accompagnement, vous êtes dans l'écoute. C'est un sujet dont on parle, dont les médias se sont emparés. Comment on se soigne, Drifa? Comment on se soigne de cette chose? D'abord, est-ce que c'est aussi gênant que cela au quotidien dans l'entreprise? Et à quel moment on se dit, il faut que je fasse quelque chose pour être soigné? Alors, vous dites soigner, bon, c'est pas une maladie. Non, mais je mets des guillemets. C'est pas un trouble mental. Oui, ça devient gênant quand vraiment on se rend compte qu'on micromanage, que ce contrôle, ce surcontrôle devient très compliqué. Et ça s'accompagne. Ça s'accompagne d'abord en prenant conscience, en nommant ce que raconte cette petite voix, ce petit singe sur l'épaule. Est-ce que c'est effectivement, t'as que de la chance, c'est parce que tu surtravailles. Et ensuite, l'idée, c'est de retravailler ses pensées en faisant reconnaître à la personne, et c'est tout le travail d'un coach, ce qu'elle fait de bien. Lui faire prendre conscience de ce qu'elle réussit. Ça, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Reconnais-le, regarde-le. Et en discuter, c'est également une grande partie du travail, parce que c'est aussi là qu'on s'aperçoit, j'ai envie de dire qu'on est entouré de personnes, souvent, qui souffrent de ce syndrome. Les gens verbalisent ou ça vient de l'extérieur? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui se disent, mais en fait, je me retrouve dans tout cela. Est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, en se levant un matin, je vais aller voir quelqu'un pour le syndrome, ou c'est l'extérieur qui vous éveille à cette question? Est-ce qu'on s'en rend bien compte qu'on est finalement un peu gagné par ce syndrome? Je crois que quand on commence à se questionner sur un malaise, sur des questions qui nous viennent, on y vient soi-même. Moi, c'est quelque chose qui sort assez vite en séance de coaching quand on creuse, et c'est notre métier de questionner, de creuser. Et puis, c'est un sujet, comme vous le disiez, qui est très médiatisé. Donc, les personnes en ont davantage conscience, le nomment davantage aujourd'hui. Mais je reviens aux femmes, parce que vous m'avez tout de suite repris tout à l'heure sur l'imposteuse, mais on voit quand même que dans les statistiques, par rapport au nombre de cas, c'est plus les femmes qui le sont, comme s'il y avait chez elles cette espèce de plafond de verre dont on entend souvent parler ici sur ce plateau, c'est-à-dire, c'est pas pour moi, je peux pas y accéder, j'ai pas le niveau. On n'est pas loin du syndrome de l'imposteur, là aussi, en creux. Oui, oui. J'y crois pas. Oui, je crois que ce qui vient quand même en miroir, c'est ce que les femmes reçoivent des organisations et qui est en train de bouger, mais où effectivement l'absence peut-être à un certain niveau de rôle modèle féminin qui ont pulvérisé ce plafond et qui donnent cet effet d'entraînement. Et qui assument. Voilà, je pense que les choses vont dans le bon sens. Il est vrai que, voilà, je crois encore que les femmes l'expriment davantage, mais on serait à peu près 70% de la population à être concernée, hommes et femmes. Avant de nous quitter, quel conseil vous donnez? Quel conseil vous donnez à vos clientes ou clients pour essayer de sortir de ces espèces des griffes du syndrome de l'imposteur? Ouais, alors je crois qu'une fois qu'on l'a nommé, moi ce que j'encourage à faire, c'est à tester des choses, à expérimenter des choses différentes, quitte à se mettre un tout petit peu en inconfort, mais à aller... Donc c'est-à-dire quoi? Verbaliser le fait que
Bon, je suis très content d'avoir réussi ce meeting. Oui, je suis très fier. On verbalise, on met des mots. On verbalise. J'ai osé prendre la parole, aller à un meeting en se disant justement, aujourd'hui, je ne parle pas d'habitude, et bien là, je vais parler. Je vais dire quelque chose. Et en sortant, se dire, waouh, je l'ai fait. Donc, c'est aussi pas forcément dans une position hiérarchique. Je suis dans une réunion, je prends la parole, j'essaie. J'essaie de prendre la parole. Même si je considère que ce que j'ai à dire n'est pas passionnant. Oui, parce que vous l'entendez beaucoup, ça. Je dis rien parce que de toute façon, franchement, c'est nul ce que je dis. Absolument. Mais voilà, se dire, aujourd'hui, je vais à ce meeting et je vais parler. Et après, se dire, waouh, je l'ai fait. Je vais peut-être le refaire la prochaine fois. Non seulement j'ai parlé, mais ce que j'ai dit a été entendu. Parce que on peut parler, évidemment, parce que c'est quand même l'intérêt de parler. Merci Drifa Cholet d'être venu nous éclairer sur ce syndrome qui n'est pas une maladie, parce que tout à l'heure je parlais de soigner, on ne va pas voir un médecin, on va plutôt voir un coach. Et vous êtes coach, fondatrice et dirigeante de Le Premier Jour, un podcast et une newsletter. Merci de nous avoir rendu visite, à très bientôt, j'en suis sûr. La suite de notre programme, c'est le droit, rien que le droit. Restez avec nous un instant Drifa, on en parle tout de suite dans Smart et Réglo. Justement, est-ce que, ça c'est un sujet éminemment sensible et juridique. A-t-on le droit de surveiller ses salariés ? Oui, tiens, je crois que non. On en parle. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. Pour faire un point alors précis, on a beaucoup parlé de télétravail, de travail à distance, et puis évidemment, les effets induits, c'est la surveillance des collaborateurs, et on en parle avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Avocate en droit du travail. Alors je faisais référence tout à l'heure en y repensant à ce film qui est passé dimanche soir sur France 2, sur ces 3 salariés, présentatrices vedettes, qui se sont révoltés contre le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction, qui les harcelait sexuellement. Et l'une d'entre elles dit « Ne parle pas au téléphone car toute la chaîne est surveillée », ce qui vient faire directement écho, puisque ça c'est le modèle américain. D'abord, première question, quels sont les fondamentaux sur ce sujet ? En France, partons pas aux États-Unis, qu'est-ce que l'on a le droit de faire, qu'est-ce que l'on n'a pas le droit de faire ? Ça tombe bien parce qu'aux États-Unis, je ne saurais pas vous répondre. En France, oui, on a le droit de surveiller ses salariés. Précisément, on parle de la télésurveillance, mais ça fait partie globalement du droit de surveiller les salariés, qui est le corollaire de la relation de travail, du pouvoir hiérarchique, du lien de subordination. Donc, naturellement, qu'on peut surveiller. Après, comme pour tout, ce droit n'est pas illimité. Il va se heurter à un certain nombre de garanties pour le salarié. La première garantie, c'est le droit au respect de la vie privée. Donc, on ne peut pas télésurveiller d'une manière tellement intrusive qu'on violerait le respect de la vie privée du salarié. Télésurveiller, ça veut dire quoi dans la bouche d'une avocate ? Il y a un logiciel, on permet de voir le... Télésurveiller, c'est une caméra. Caméra, d'accord. Exactement. Disons-le simplement. C'est une caméra qui surveille l'espace de travail. Ça peut être dans plusieurs configurations. Ce qu'on voit en ce moment beaucoup, et à l'approche des fêtes notamment, avec le commerce qui va battre son plein, en tout cas on l'espère, si le Covid nous laisse l'espace, c'est bien sûr tous les magasins qui ont la plupart du temps... Le retail. Exactement. Les vols, voilà. Bon. Nos clients sont effectivement très demandeurs de pouvoir protéger leurs marchandises de leurs salariés, mais principalement des clients. Simplement, quand vous avez une caméra dans un magasin, ça filme effectivement les clients qui pourraient venir faucher des marchandises, mais aussi les salariés. Ça filme les salariés. D'où un certain nombre de garanties. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque en fonction de la finalité du dispositif de vidéosurveillance, donc de la caméra, les garanties pour les salariés ne sont pas les mêmes. Si c'est par exemple dans un lieu public, type commerce, et que la finalité de cette caméra, c'est pas du tout de surveiller les salariés, que ça va être par exemple sur la porte d'entrée et c'est pour surveiller les biens et les voleurs extérieurs. Là, on n'a pas besoin ni d'informer les salariés en amont, ni d'informer le comité, le CSE. Si en revanche, le dispositif est ciblé sur des zones exclusivement de travail ou des zones mixtes, mais où on dit aux salariés, voilà, on va pouvoir utiliser ces caméras pour surveiller ce que vous faites. Dans ce cas-là, il faut en amont... Autorisation. Informer, alors c'est pas une autorisation, mais c'est une information des salariés. Vous me demandiez quels étaient les guidelines. Il y a le droit au respect de la vie privée, il y a le respect de la loyauté, c'est-à-dire qu'on ne filme pas un salarié à son insu. Il y a eu une jurisprudence, par exemple, un peu rigolote, si on peut dire. C'est un employeur qui avait des doutes sur le fait que sa vendeuse volait. Il a fait installer, à son insu bien sûr, une caméra dans la caisse enregistreuse. Donc dès que la salariée ouvrait la caisse, elle était filmée, mais à son insu. Ce mode de preuve est considéré comme illicite, n'est pas loyal. Qu'a dit le juge ? Alors le juge a dit qu'on ne pouvait pas utiliser les même si on pouvait prouver. Exactement. Alors
ça, c'est encore une autre question. Le dernier point, si vous le voulez bien, sur les garanties, donc respect de la vie privée, loyauté, et puis c'est la proportionnalité. Les juges attachent une importance très forte à ce que le moyen qu'on utilise pour surveiller le salarié soit proportionné au but que l'on recherche. Il y a un exemple d'un cuisinier qui travaillait seul dans une cuisine. Il avait déjà commis des manquements sur tout ce qui était hygiène et sécurité sanitaire. Donc pour le patron, c'était très important, évidemment. Et il a fait installer une caméra qui visait le poste de travail exclusivement du salarié toute la journée. Le juge considère que c'est excessif, c'est disproportionné. Donc on retire la caméra. Exactement, ou en tout cas on ne peut pas se servir de ces enregistrements. Un détail, il y a plusieurs questions en fait, qui découlent de tout cela, et notamment la conservation des images, la durée de conservation et l'autorisation. On la demande à qui ? À la CNIL, c'est elle qui autorise. Qui autorise l'installation physique de la caméra ? Alors ça dépend, on n'a pas forcément d'autorisation à donner. L'autorisation de la CNIL, c'est pour un cas bien précis, notamment en cas de reconnaissance faciale. D'accord. Dès qu'on va un peu plus loin dans l'intrusion, dans ce cas-là, on a besoin d'autorisation. En revanche, si c'est simplement un dispositif classique, là, c'est une déclaration à la CNIL. Avec un point particulier, si on filme dans un lieu public, donc type un magasin, un centre commercial, là, il nous faut une autorisation du préfet qui dure 5 ans et qui va cadrer le cas dans lequel on peut avoir recours à cette caméra. Combien de caméras ? Deux institutions, la CNIL et le préfet, ont la liste des caméras installées. Qui a le droit de regarder les images ? Combien de temps on peut les conserver ? En général, c'est un mois. Exactement. Voilà. Et ça nous fait un cadre qui nous permet ensuite, en tant qu'employeur, d'utiliser les images. Alors justement, l'avocate qui est à la pointe des sujets, on est sur la caméra, j'allais dire c'est du classique, c'est du XXe siècle, on met des caméras pour les raisons que vous évoquiez, très bien, et il faut être vigilant sur l'intégrité du salarié. On arrive là au télétravail, on arrive au fait qu'un salarié n'est plus sur site. Alors pour un cuisinier c'est compliqué, mais de plus en plus de salariés sont à distance. Quel est le moyen pour l'entreprise ? Parce qu'il y a des caméras sur les ordinateurs. Oui, alors évidemment, c'est interdit. Il y a plein de bidouilles. Oui, évidemment, c'est interdit, et j'ai envie de dire heureusement. Bien sûr. Et du reste, il y a même des préconisations, puisque maintenant beaucoup de choses se font en visioconférence, qui consistent à ne pas obliger les salariés à activer la caméra pour éviter une intrusion dans leur espace public. Alors, il y a d'autres moyens technologiques, on peut flouter le fond, mais c'est vrai que là, on est en plein dans le respect à la vie privée, et le fait de travailler de chez soi, ça soulève encore d'autres questions et d'autres limites. Mais l'intérêt d'avoir une avocate qui travaille sur ces questions, c'est que vous avez, j'allais dire, la jurisprudence au quotidien, elle tombe tous les jours. Qu'est-ce qui se raconte en ce moment en termes de jurisprudence sur tous les conflits liés au télétravail ? Alors, sur le télétravail, pardon. Je pensais que vous alliez me parler de la télésurveillance. Et de la télésurveillance. Mais il y a une jurisprudence, mais il y a aussi la jurisprudence télétravail. De gens qui disent, mais attendez, j'ai vu qu'il y avait un mouchard, on vérifie mon nombre de touches, parce que quand on touche son clavier, l'employeur sait que vous êtes devant l'ordi, sinon vous n'y êtes pas. Tout à fait. Alors sur le télétravail, c'est encore un peu tôt par rapport à l'expérience Covid, parce que le temps que ça remonte à la Cour de cassation, on n'y est pas encore. C'est pas encore arrivé. On en reparlera dans 3-4 ans, Arnaud. En revanche, on avait déjà une grille de lecture typiquement sur l'enregistrement sur les claviers, ça n'est pas autorisé. Sur la surveillance continue de l'activité du salarié sur son écran, ça n'est pas autorisé. Le fait d'avoir une caméra qui filme l'écran du salarié, ça n'est pas autorisé non plus. Donc tout ça va évidemment être apprécié en fonction des enjeux et de la proportionnalité, mais avec une grande prééminence de la protection du domicile du salarié. Sur la télésurveillance, on parlait d'actualité, un des principaux sujets de jurisprudence, c'est la question de la licéité de la preuve. Parce que l'intérêt d'avoir une caméra, c'est de pouvoir l'utiliser. Si vous voyez un salarié la main dans le sac et que vous ne pouvez pas utiliser les images... Pourquoi dépenser de l'argent ? Exactement. Et une des principales questions qui est posée au tribunal, c'est... Monsieur le juge, est-ce que... vous acceptez ma preuve ? Voilà, est-ce que la preuve est acceptée ? Là-dessus, on a déjà deux jurisprudences qui sont un petit peu divergentes, mais qui tendent à se rapprocher. Il y a la chambre sociale d'une part, donc celle qui va juger typiquement un salarié pris la main dans le sac en train de voler grâce à une caméra de vidéosurveillance. Est-ce qu'on peut utiliser cette preuve pour justifier son licenciement ? La chambre sociale va statuer sur le licenciement. Elle a tendance à être plus restrictive et à considérer que si toutes les règles dont on a parlé ne sont pas réunies, la preuve n'est pas acceptable. Donc ça casse le licenciement sur les motifs. La chambre criminelle, celle qui peut statuer sur un vol, parce qu'on peut licencier un salarié. C'est du pénal, là, Exactement, mais aussi porter plainte pour vol. La chambre criminelle, elle est moins regardante. Elle va considérer que
les règles n'ont pas été respectées, mais on va quand même apprécier, en fonction toujours d'une certaine proportionnalité, la gravité des C'est plus le code du etc. travail qui s'applique là. Exactement. Et là, il y a une décision intéressante de la Cour de cassation du 10 novembre, donc c'est tout frais, qui a une grande publicité et qui tend à rapprocher ces deux positions et à considérer qu'une preuve illicite, c'est-à-dire celle qui ne respecte pas toutes ces règles, peut néanmoins être recevable. Et qui pourrait être utilisé cette fois-ci côté chambre sociale. Exactement, puisque c'est la chambre sociale qui se prononce, et ça pourrait être une preuve recevable à condition que la proportionnalité soit respectée et que dans l'ensemble, globalement, la procédure préserve les droits des salariés. Donc c'est une avancée pour ceux, en tout cas les chefs d'entreprise, qui installent Exactement. les caméras, parce qu'ils se plaignaient souvent qu'on n'utilisait pas leurs preuves, Exactement. parce qu'elles étaient illicites, mal posées, mal installées, et que c'était évidemment une défense des avocats de vos confrères qui défendaient les salariés. Je vous vois sourire, mais c'est bien cela. Juste un mot pour le consommateur. Oui. J'oublie mon portefeuille ou on me le vole. Je réclame à corps et à cri auprès du magasin le fait qu'on visionne les images. Le magasin, est-ce qu'il est obligé de me montrer les images ? Alors ça, c'est une très bonne question, mais à laquelle je n'ai pas la réponse. En revanche, ça me fait penser à une décision de la Cour de cassation qui se rapproche de notre thème de la télésurveillance, puisque c'était le cas typiquement d'un salarié d'un client qui avait oublié, je crois que c'était un téléphone portable sur un rayon. Il y avait un dispositif de vidéosurveillance pour la sécurité, donc c'était pas du tout pour surveiller les salariés, mais on a vu que un salarié avait récupéré l'objet volé. C'est le deuxième effet. Et donc, coup double, on a pu restituer le Et attraper le voleur. au client et attraper le voleur, exactement. Bon, je vous laisse réfléchir à cette question parce que c'est un sujet qui m'est arrivé à titre personnel, pour tout vous dire, et je n'ai pas pu avoir accès aux images. Merci en tout cas, Émilie Meridjen, d'être venue nous voir, avocate en droit social, en droit du travail. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet. Alors, bien d'ailleurs, ça impacte aussi les avocats, d'ailleurs tous les métiers, la place des chatbots, les robots émotionnels, l'intelligence artificielle, comme ça, elle s'immisce un peu partout. Et puis, elle se rapproche de plus en plus par la technologie, finalement, de la voix des hommes, de leurs attitudes, sans émotion, certes, mais de plus en plus, nous avons un monde virtuel, comme ça, qui vit en parallèle de nos vies. Est-ce que cela a un impact sur l'emploi ? Est-ce que c'est une manière de remplacer des collaborateurs par la machine ? On va en parler avec une chercheuse, professeure à la Sorbonne, professeure d'intelligence artificielle. Elle est notre invitée, c'est un grand entretien juste après cette pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler des robots. Oui, alors les robots émotionnels, les chatbots, avec cette question sous-jacente, est-ce que l'automatisation détruit des emplois ? Est-ce que les managers, on en parle beaucoup sur ce plateau, vont être remplacés par des algorithmes ? C'est une question, les notaires, les avocats, beaucoup de métiers sont percutés évidemment par tous ces algorithmes. Comment recruter avec de l'intelligence artificielle ? Tiens, pour une émission qui parle emploi et RH, sans discriminer, parce que parfois vous avez peut-être vu que les chatbots prennent les voix de femmes et qu'il n'y a pas d'hommes, ou inversement, il n'y a que des voix d'hommes et des femmes. Tous ces sujets-là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est votre réalité quotidienne, vous qui surfez sur des téléphones, sur des ordinateurs, qui achetez en ligne. Tout ça, c'est notre réalité. On n'est pas dans la science-fiction et on va en parler avec Laurence de Villers. Bonjour Laurence. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne Université, chercheuse au LIMSI CNRS. Il a changé de nom pour Eliasen. Voilà, exactement. Et vous avez une chaire où depuis près de 30 ans, vous travaillez. La chaire, c'est récent, mais ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets. 2 livres, les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. J'aime beaucoup la fin de et l'éthique dans tout ça qui est sorti en mars dernier, mars 2020, aux éditions de l'Observatoire. Et puis des robots et des hommes. Là aussi, on se dit on est dans la science-fiction. Non, c'est une chercheuse qui a écrit le livre, sorti chez Plomb en 2017, avec le mot fantasme, parce que ça véhicule des fantasmes. D'abord, un mot très concret. D'abord, et c'est compliqué d'avoir une boule de cristal, mais vous qui cherchez et qui observez cet univers incroyable, assez clos d'ailleurs, est-ce que doucement, ces robots, cette intelligence artificielle est en train, doucement, à bas bruit, de supprimer, de remplacer des emplois ? Non, elle ne remplace pas des emplois. La majorité du temps, elle remplace des tâches. Et c'est en cela qu'en fait, il faut comprendre la puissance de ces outils qui vont augmenter en fait de la précision qu'on peut avoir d'un sujet, des prédictions parce que elles ont des capacités d'englober
d'énormes corpus de données qu'on n'a pas. C'est Et faramineux. d'aller chercher aussi avec une acuité qu'on n'a pas, une acuité inhumaine. Par exemple, dans les radios, pour détecter les cancers, elles vont regarder des corrélations de pixels, ce que l'œil humain ne va pas pouvoir trouver. On va trouver des indices perceptifs de la maladie, mais qui n'iront pas au très très petit. Donc je dirais que c'est à la fois le très grand avec toutes les données et le très très petit sur lequel on peut zoomer avec la machine, qui est très intéressant. Je reviens à l'emploi et on va élargir sur ces fameux robots, les robots émotionnels, le fait que doucement la technologie s'améliore pour apporter un grain de voix, une douceur, enfin le sentiment qu'on parle à un humain. Mais il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent aujourd'hui, qui se disent mais mon métier est percuté directement par l'IA. Je dis les notaires, il suffit d'avoir un très bon algorithme, il compile toutes les données. Enfin c'est vertigineux quand même ce qui nous arrive. C'est complètement vertigineux et de plus en plus dans le traitement automatique de la langue, des textes, et qui, pour certains métiers, comme ceux du journalisme, les notaires, les avocats, vont être très prégnants. Qu'est-ce qu'on arrive à faire ? On arrive avec d'énormes bases de données, des milliards de bases de données, des milliards de mots plutôt, on arrive à faire des systèmes qui sont capables de générer des phrases qui ont une ressemblance à des phrases humaines, voire d'en générer des nouvelles, des inédites. Du coup... c'est quand même nous qui décidons qu'elles sont inédites, ça c'est le premier point. La machine Il y a un homme derrière. Voilà, la machine crée des possibles et l'humain, c'est lui qui décide que c'est de qualité, que l'abstraction est là. Parce que, en fait, c'est pas du tout une pensée humaine, c'est une pensée calculante qui abstrait pas, qui ne manipule pas des concepts. En préparant l'émission, vous me dites, attendez, on n'est pas dans la science-fiction, parce qu'évidemment, on a tous, moi qui suis un ancien, Terminator, tout d'un coup, l'ordinateur, exactement, le robot, la machine prend le pouvoir. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à cela ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine prend le pouvoir, elle est elle-même capable de s'auto-réguler, de créer son intelligence et d'avancer. Non, elle est dépendante de l'énergie déjà, first. Comme nous, en quelque sorte, finalement. Oui, mais nous, on va chasser pour manger. Et puis, on va près d'une rivière pour boire. Enfin, c'est pas la même proportion. On a besoin des deux, si vous voulez, pour procréer. Voilà, la machine, elle s'auto-procrée pas. Elle crée pas des nouvelles machines. Alors, certes, elle peut mettre en œuvre dans des usines, des programmes qui vont faire de nouveaux robots. Mais ça n'a rien à voir. C'est programmé par l'humain, tout ça. Intrinsèquement, la machine n'a pas de volonté, d'ailleurs, de faire quoi que ce soit. Ce sont les humains qui leur donnent des volontés de faire quoi que ce soit. La volonté, c'est nous qui la mettons dans la machine. Voilà, elles n'ont pas de conatus, comme le décrit très bien Spinoza, c'est-à-dire d'étincelles de vie, d'appétit de vie, de volonté de perdurer dans ce qu'elles sont. Et donc, elles n'a pas d'angoisse. Pas du tout. Elles peuvent être avec des capacités de simuler l'angoisse, comme tout ce qu'elles font. En fait, elles ne font qu'imiter. Mais on va très loin. Je connais des chercheurs japonais. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent dans des robots très féminins, par exemple, une peau siliconée chaude avec des capteurs pour savoir si on la caresse ou si on la frappe. Et puis, il y aura donc une espèce de variable qui va emmagasiner une douleur artificielle ou un plaisir artificiel et qui va engendrer en fait des intentions dans la machine, qui ira vous voir d'une certaine manière ou qui aura des réactions, mais évidemment copiées sur les humains ou précablées, c'est-à-dire codées par des ingénieurs. En aucune manière, c'est une conscience. Alors, qu'est-ce que la conscience ? C'est aussi un grand mot pour dire beaucoup de choses. Mais oui, c'est ce que les films de science-fiction, là en l'occurrence, essaient d'impliquer dans leurs films. C'est que ces machines, finalement, à un moment donné, ont une conscience. Elles ont presque de l'émotion. Mais arrêtez, la conscience, voilà, par exemple, un robot, il a conscience que quand il ouvre les bras, il peut heurter des gens et faire du mal. Voilà, c'est un premier niveau de conscience. Mais alors, la conscience qui est la morale, ou qui est la conscience... L'éthique que vous évoquez. L'humanité ou l'éthique, ça, on en est très loin. L'éthique, parlons-en, parce que quand on vous entend, quand on vous écoute, et vous vulgarisez ces sujets, parce qu'ils sont éminemment techniques et complexes, on se dit, ça sert à quoi tout ça ? C'est dans quel but ? Ça fait avancer l'humanité ? Alors oui, on s'est toujours doté d'outils pour aller plus loin, pour comprendre mieux ce que nous sommes. Quand on essaie de modéliser en fait une des capacités de l'homme d'apprendre, par exemple, comme ce qui est le cas, c'est ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. La fulgurance, c'est l'apprentissage des machines à partir de nos données. Oui. C'est ça vraiment le vrai sujet. Eh bien, c'est intéressant de savoir comment on apprend. Alors, j'aime pas du tout quand quelqu'un, même un expert, nous dit « ces machines apprennent comme un enfant ». Eh bien, non. L'enfant apprend avec son corps, il apprend avec l'interaction avec les autres. La machine apprend avec plein de données qu'on lui donne. Qu'on rentre dans... Et il en faut beaucoup pour arriver à un niveau, alors que l'enfant... Lui, en 2 fois, il sait que ça chauffe et que c'est dangereux, par exemple. Et il Par l'expérience, lui, en l'occurrence. vraiment, dans l'expérience, se nourrir beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément
tout un tas d'informations. Il y a un sujet autour des entreprises et du pouvoir politique, de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Oui. Alors je parle à la France, je pense à l'Europe, je pense au Canada, on va peut-être en parler. Vous avez remis, et vous avez été la co-rapporteuse d'un avis du Comité national pilote d'éthique du numérique, le CNPEN, coécrit rapport que vous avez devant vous avec Alexei Greenbaum, qui est un philosophe. Vous l'avez remis à Jean Castex, ce rapport. Quelles sont les mesures, je dirais, éthiques que vous lui soumettez? Parce que dans votre livre et dans ce rapport, il y a le mot éthique. C'est-à-dire que tout d'un coup, viennent se choquer des enjeux économiques avec des enjeux éthiques. C'est quoi ces enjeux? Oui, alors, ce sont par exemple l'idée de se doter d'outils pour vérifier que nos valeurs et nos principes ne sont pas mis à bas par ces machines. Par exemple, la liberté, par exemple, l'autonomie. Et donc, c'est vrai que l'on construit des systèmes qui vont nous surveiller de plus en plus pour peut-être notre santé. On est dedans déjà là, hein. Oui, on y est là. Hein. On y est, ouais. On fait donc des systèmes qui nous surveillent, donc qui sont anti-liberté. Donc on voit bien que là, par exemple, il y a une tension. Eh bien ça, c'est une tension éthique entre l'un et l'autre, pour lesquels, dans certains pays, on voit bien que le balancier est du côté de la surveillance gouvernementale, par exemple, et de l'autre côté, on veut être tout liberté. Toute liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Or, on se rend compte que l'idéal est d'être au milieu, dans une situation plus normée sur le consensus de tous. Il y a une réelle différence. Parce que je pense que les citoyens ne se rendent peut-être pas compte des pouvoirs de ces systèmes. Et du peu de savoir qu'on a sur eux. Je suis entièrement d'accord. On est très impuissant devant ça. Manipulation. Le consentement qu'on vous demande, par exemple, pour utiliser certains outils, ce n'est pas un consentement éclairé parce qu'on ne vous dit pas vraiment ce que fait l'outil. Donc il faut plus de transparence. Quand on accepte, par exemple, sur un site, quand on appuie, puis on dit OK, en fait, globalement, on ne sait pas ce qu'on fait. Pas trop ce qu'on fait. C'est Et évident. après, on dit non lorsque on veut regarder si vous avez côtoyé un tel ou une telle pour savoir s'il y a un risque pour le virus. Vous voyez, donc il y a une disproportion. D'un côté, on dit oui aux grands géants du numérique américains, et puis on dit non au gouvernement. Donc je crois que là, il faut ramener tout ça à quelque chose d'assez rationnel et se rendre compte qu'on est impuissant et que, en cela, l'État et notre collectif a besoin de se donner des normes pour qu'on ait plus confiance dans ces objets et qu'on puisse les utiliser avec raison et parce qu'ils apportent, effectivement. Mais Laurence de Villers, vous dites qu'il y a une défiance des citoyens aujourd'hui, on le voit, il y a une sorte d'inquiétude par la non-connaissance et il y a aussi une défiance, j'allais dire presque éthique et politique à l'égard de cette grosse machine numérique. Je crois qu'elle est pour d'autres sujets aussi. Il faut comprendre que la machine numérique nous permet de quantifier. Par exemple, on s'aperçoit que les femmes sont moins présentes sur les plateaux de télévision ou qu'on consomme trop d'énergie pour certaines choses. On peut réguler. Si on sait anticiper à partir des données qu'on collecte et qu'on sait finalement trouver des aberrations ou des choses qui ne sont pas visibles tant qu'on ne les a pas calculées, comptées et tant qu'on n'a pas fait des modèles dessus, eh bien on continuera. Donc l'IA, c'est aussi une façon de pouvoir changer demain. Ça sert qui? Des grandes entreprises? Puisque je parlais d'emploi tout à l'heure, l'idée que le robot puisse pratiquer le grand remplacement. J'ai vu que le gouvernement, avec Elisabeth Borne, avait lancé un lab. C'est-à-dire qu'il se passe quand même des choses, que la ministre du Travail est en train quand même de réfléchir avec des chercheurs, de se dire, tiens, observons un peu ce que font les grandes entreprises. Est-ce qu'il y a quand même l'idée de limiter leurs coûts salariaux, en y mettant des machines qui n'ont pas d'émotion, qui ne vont pas faire grève, qui ne vont pas revendiquer, qui ne vont pas se plaindre? Il suffit de leur mettre des données et des data. Est-ce que je caricature ou on n'est pas loin de la vérité? Non, vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est-à-dire en fait que l'économie, l'industrie va là où c'est le plus rentable. Donc c'est en cela qu'on essaie de parler d'éthique. Donc l'éthique, c'est avant tout une science de raisonnement autour de ce qui est bien pour nous, pour l'humain, pour ses valeurs, pour ses principes. Donc il faut absolument que ces vecteurs d'éthique soient présents. Donc on pousse, nous les chercheurs, à différents endroits, dans les comités internationaux, nationaux, à ce que l'éthique devienne une valeur comprise, des guides de bonne pratique dans toutes les industries. Et ça, vous le dites aux grandes industries qui fabriquent. Bien sûr. C'est ça, on les connaît, et les GAFA aussi, j'imagine. Alors les GAFA disent le faire tout seuls. C'est en cela qu'ils se différencient aussi. Ils sont juges et partis, si vous voulez, ils construisent et puis ils disent qu'ils sont bien. Donc c'est là aussi qu'il faut, à mon avis, avoir une puissance suffisante pour que tout le monde soit autour de la table, petits ou grands. Et puis les monopoles ont toujours été un problème. Si j'essaie de faire une norme sur quelque chose et que j'ai un monopole sur le sujet, eh bien ça sera ce géant du numérique qui fera la norme. Or, c'est en cela qu'il y a une guerre des normes en ce moment entre les différents industriels
On n'est pas sur la taille du boulon comme en Angleterre pour savoir si le boulon de roue... on n'est pas sur les boulons là, on est sur la norme de data, de la norme informatique. On est sur la norme informatique. D'un code informatique, puisque tout part d'un code. Qui va plus loin. En fait, je dis toujours, moi, ce qu'il faut réguler, c'est non pas seulement le code, les algorithmes, c'est pas suffisant. Les algorithmes plus ces données, c'est pas suffisant. C'est l'interaction des humains avec ces algorithmes, avec ces modèles, une fois qu'ils ont appris quelque chose, qu'il faut contrôler. Si vous voulez, l'intimité que je vais avoir avec une machine qui prend la voix... J'allais y venir, ouais, exactement. Un enfant face à un petit robot jouet qui est autour de lui, est-ce que finalement il ne va pas se livrer à ce robot? Et puis les parents auront peut-être le résumé de ce que pense votre enfant. Où va être son jardin secret? Où est-ce que va être sa liberté? Ça pose énormément de questions, vous voyez. Il y a deux sujets économiques qui sont dans notre quotidien et qui géraient son grand public. Il y a les chatbots. Oui. Et vous dites, en allant loin, qu'on va doucement arriver à synthétiser la voix d'un humain, d'une femme, d'un homme. Quelle est la part du consommateur de dire moi j'accepte pas de parler à un robot? Est-ce qu'il faut d'abord nous le dire? Parce que je pense même qu'on peut se faire avoir, non? Oui, alors d'ailleurs, on pousse à ce qu'il y ait une loi qui existe déjà là en Californie, qui est que lorsque vous interagissez avec une machine, vous savez que c'est une machine. Il faut le dire. Il faut le dire. On n'a pas encore cette loi, mais elle devrait être, je pense, poussée par l'Europe. Mais c'est vrai que sinon, on va être dans un leurre total. Imaginez le métavers, c'est-à-dire qu'on nous promet demain des univers virtuel, le métavers, hein. C'est un univers virtuel. Hein. Comme un jeu, c'est ça, Life, ouais. Un jeu vidéo, dans lequel vous avez un casque de réalité virtuelle et vous rencontrez vos amis virtuels, qui sont des amis ou pas, qui sont peut-être juste des machines. Quand vous parlez de synthèse vocale, on sait faire la synthèse vocale. On sait déjà. On sait déjà imiter quelqu'un, une voix. D'accord ? À partir des données de quelqu'un, de conversation, on est capable aussi de générer un chatbot jumeau numérique qui va parler comme vous et qui peut-être va générer, alors si c'est les derniers transformers, des dernières technologies numériques pour le traitement automatique des langues, eh bien, il saura générer des paroles inédites. Alors c'est utilisé pour simuler des vivants, mais aussi des personnes décédées en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cela? On voit bien que... J'ai vu que Facebook réfléchissait à la survie numérique du défunt. L'accompagnement... Oui, alors, les Japonais ont déjà utilisé en fait, des outils comme ça numériques pour parler de deuil, mais ça veut dire que c'est encadré. Par exemple, c'est 49 jours, le temps d'un deuil dans certaines religions. Autre secteur dont on nous dit qu'il est porteur de bien-être, puisque c'est vrai que cette activité de l'IA crée de l'angoisse, c'est intéressant d'avoir une chercheuse qui essaie de poser les choses, c'est le domaine de la santé, des personnes âgées, le service à la personne, pénurie d'emploi. On ne trouve pas de salariés depuis des années, et ça s'est accentué depuis quelques mois. On nous dit le robot qui va justement être dans l'interaction avec des personnes âgées. Est-ce que ça vous semble être un débouché éthique, celui-ci? Mais il n'y a pas de débouchés éthiques, il y a des usages plus ou moins éthiques. Ou un usage éthique. Voilà, et derrière, il faut encadrer, c'est-à-dire il faut comprendre, surveiller ce que c'est que cette relation avec la machine. Est-ce que ça isole des humains? Est-ce qu'il y a une addiction derrière? Est-ce qu'il peut y avoir une perversion de manipulation pour vous faire hériter? J'imagine le pire, si c'est une personne âgée. Ou alors une déviance qui serait plutôt une dépression, qui n'est pas quelqu'un qui vient dépressif à cause de cette machine qui s'adapte à elle et qui ne va pas dans le bon sens. Donc on a besoin de contrôler, mais... En dehors de cela, je pense que c'est extrêmement utile, dans certains cas, pour assister. Donc ça, c'est de l'assistance. Par exemple, je pense à ce petit robot qui vient faire des chansons dans un espace. C'est de la stimulation cognitive. On sait très bien que dans le cas de la dégénérescence, on peut perdre le langage. Et c'est avec ces systèmes, on l'a vu, avec un orthophoniste qui serait là tout le temps, on pourrait avoir une stimulation qui fait que vous recopiez dans votre cerveau, dans une autre zone, des informations que vous avez perdues. Or, on n'a pas d'orthophoniste qui est là... Mais non. Question. 24-24. Vous voyez qu'on en revient à des débats autour de l'économie. Bien sûr. Et donc, mais c'est pas seulement économie. On ne peut pas dire à toute la planète de s'occuper à 50 personnes, une personne âgée. Donc, c'est évident que ces systèmes, s'ils sont bien conçus, avec raison, avec des contrôles, ils seront extrêmement puissants pour nous aider à combattre, par exemple, ces pathologies de dégénérescence. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ce laboratoire, vous êtes très impliqué dans la fondation Blaise Pascal. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on va parler des jeunes, on va parler de l'Europe, mais il y a aussi l'idée qu'il faut commencer tout petit. Moi, je suis de l'autre génération, quand vous me parlez de ce sujet, il génère chez moi une certaine angoisse, et un certain choc, parce que je suis tellement loin de cette connaissance que ça génère de l'angoisse. Je ne voudrais pas être le seul à vous le dire. Non, il faut bien comprendre que cette angoisse, elle doit être apaisée. Il faut absolument monter partout, en fait, des façons de tester ces objets.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'un industriel vous dise « Regardez, c'est génial, Ah oui. tout est invisible. » Et par plaisir, désir, on va prendre la même chose que son voisin, on va jouer avec et ne se rend pas compte qu'on est manipulé. Ce qu'il faut, c'est avoir des objets, des chatbots ou des robots qui soient montrés dans un écosystème scientifique et où vous pouvez avoir, avec raison, comprendre les différents systèmes, les concepts qui sont derrière. Donc il faut aller vers une éducation de cela. La Fondation Blaise Pascal va dans le sens d'aider les enfants à l'école, en fait, à comprendre cela. On veut aussi qu'il y ait plus de filles dans ces univers, puisqu'en fait, on modélise La tech en manque. l'interaction sociale à travers ces robots, ces chatbots. Or, il y a 80% d'hommes qui codent ou qui conçoivent, et puis il y a 80% de ces systèmes qui sont féminisés, qui ont des voix féminines, des visages féminins, et voire des corps féminins quand on parle de robots sexuels. Donc, où va-t-on dans cette représentation des femmes à travers ces machines ? Je vous fais sortir un tout petit peu de votre champ d'investigation, mais est-ce que dans le droit du travail, il faut repenser à l'aune de tout ce que vous nous racontez, le code, la data, des voix artificielles qui peuvent nous duper, la tromperie d'une entreprise qui pourrait me faire croire pour acheter le produit. Enfin, il y a quand même de sacrés dangers dans tout cela. Mais en fait, ce ne sont pas forcément des dangers. On a vu, par exemple, la pétrochimie, le nucléaire arriver. Au début, tout le monde en avait peur, c'était diabolisé. Et puis, on a fait des normes. Et puis, finalement, on en a vu aussi des bénéfices pour la société en disant c'est une électricité qui est plus propre, dit-on. Propre, Ouais. voilà. Donc, c'est la même chose. On est en train de vivre ça avec l'IA. Pour l'instant, il n'y a pas de normes. On en connaît. On a déjà, nous, la GDPR, donc la protection de nos données privées, anonymisées, qui normalement ne sont pas vendues ailleurs. Sachez que les géants du numérique, ils sont, eux, tout à fait libres de vous prendre les données lorsque vous utilisez leur système. Donc ça veut dire que le danger de l'IA, c'est non seulement un risque, parce qu'il y a un vrai débat des entreprises ou même de certains experts qui vous disent, mais attendez, rassurez-vous, ce qu'on perdra en emploi traditionnel, puisque certains emplois seront remplacés, on va le gagner par d'autres. On va le gagner par d'autres. Ça, vous le confirmez qu'on on a un transfert derrière ? C'est pas un transfert si simple, mais c'est évident qu'il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, mais qu'il ne faut pas perdre aussi les anciens métiers. Si vous voulez, ça serait ridicule de perdre le savoir-faire artisanal. Et d'ailleurs, l'artisanat est assez tranquille. C'est difficile de faire des machines qui savent faire de l'artisanat. Avec aussi autant de finesse et autant de... Et donc, c'est assez étonnant. Ce sont plutôt les métiers intellectuels qui risquent d'être remplacés par rapport aux métiers manuels. Vous l'évoquez, on ne l'a pas précisé. Tout à l'heure, j'ai cité notaires et avocats. Soyons honnêtes, les journalistes, aujourd'hui, il y a des articles de presse intégralement faits par des robots. Oui, mais le robot... Et dorés comme un article. Non, mais non. Le robot va pouvoir récupérer énormément de données, mais il n'est pas capable d'imaginer le futur. Il n'a pas d'intuition de ce qui est important. Il ne sait pas aller dans cet ensemble énorme de données, trouver les concepts qui seront ceux qui vont porter une idée. Donc tout cela, c'est l'humain qui sait le faire. Et là, il faut rassurer les gens. On ne crée pas des machines qui sont humaines. On crée du non-humain qui calcule. C'est tout. Mais là, on frôle le débat que vous avez peut-être eu avec le philosophe qui a coécrit le rapport avec vous sur la notion d'éthique. C'est une donnée philosophique. Tout à fait. Ça sert à quoi tout ça ? Qu'est-ce que vous disent les entreprises que vous challengez, puisque vous êtes souvent assis face à eux, vous vous en nourrissez aussi pour comprendre comment elles fonctionnent. C'est quoi leur objectif, leur finalité ? C'est gagner plus d'argent ? C'est nous rendre plus heureux, parce que c'est un peu le rêve des GAFA. C'est quoi la finalité philosophique de tout ça ? Bon, oublions le rêve des GAFA de nous rendre plus heureux, c'est avant tout de faire plus d'argent. Hein. Donc, Et pan il ne faut pas non plus raconter... de salade. Du marketing comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles vendent. Elles vous disent... Non, elles vendaient ça. Elles voulaient faire cheval blanc qui vient sauver l'humanité. Je crois que là, on est tous un peu conscients que ce n'est pas le cas. Non, il est essentiel de comprendre que Pourquoi je dis ça ? Parce que la majorité des plateformes qu'on utilise, Facebook, etc., Google, etc., nous profilent, nous envoient de la publicité et servent de tuyaux pour vendre des choses. Donc c'est capturer notre attention le plus possible pour derrière nous vendre tout un tas d'objets, de vacances, de tout ce que vous voulez. Du rêve. Donc, moi, je dis juste qu'on ne va pas dans le bon sens, puisqu'on nous promet un métavers dans lequel on serait en réalité virtuelle, donc encore moins capable de distancier par rapport à la machine. Parce que ressentir dans son corps ce qui se passe dans le métavers, en artificiel, ça va être quelque chose d'assez incroyable. C'est assez génial, la réalité virtuelle, pour l'avoir déjà utilisée. On est bien d'accord, il faut utiliser quand même ce casque. C'est pas très cher, on arrivera assez facilement. On va vraiment être dans des univers qu'on ne connaît pas. Et il est important qu'on expérimente avant pour aller comprendre qu'il y a énormément de choses qu'on pourra faire mieux,
Mais il y en a aussi qu'il faut pas, ou sur lesquels il ne faut pas aller, c'est cet enfermement dans des réseaux sociaux avec ce casque, où là, on va vous manipuler totalement, Bien vos sûr. émotions aussi. Et comment on arrivera à distancier, avoir une réflexion sur nous, alors que nous sommes dans le jeu, en train de jouer. Donc c'est pour ça qu'une partie de la population, parfois souvent très éduquée, qui connaît ces sujets, s'y oppose d'une manière très militante. Elle ne veut pas de ce monde-là. On ne peut pas s'y opposer de cette manière. Je pense que le plus important, c'est d'éduquer. Le plus important, c'est de dire, je veux des normes. Je veux que cette machine, à ce moment-là, nous dise... D'où l'intérêt de votre rapport. Voilà, d'où l'intérêt de ce rapport, d'où l'intérêt aussi de ce qu'on fait dans un groupe qui était de l'AFNOR au départ, donc français, avec des industriels, et qui maintenant est un groupe européen, pour essayer de pousser les industriels à construire des objets avec l'anticipation de mauvais usages dans la société. Et un consentement, en quelque sorte. Enfin, l'idée un consentement éclairé, oui. c'est-à-dire en poussant la transparence des objets. Avant de nous quitter, c'est un mot qui est un peu nouveau sur le plateau, en tout cas de Smart Job ici, le métavers. Ça aussi, excusez-moi de revenir toujours à ma marotte de l'emploi et de la création de l'emploi. Est-ce que la planète, dans 100 ans, est destinée à continuer toujours à travailler, aller au travail, ou est-ce que le monde qu'on nous invente là, qui est en train de se dessiner, c'est un monde finalement virtuel, sans travail, sans activité? Enfin, on est un peu perdu là. Non, on a toujours besoin de travailler, et d'autant plus que ces objets sont très complexes. Si on veut arriver à les maîtriser et à être tous en capacité de prendre ces distances et de les utiliser au mieux, il va falloir qu'on apprenne un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et puis à les réparer, et puis à les créer, et à les designer au mieux, et à travailler sur cette éthique qui doit être consciente pour tous les citoyens. Donc je pense qu'il y a énormément de nouveaux emplois qui vont être créés, qui seront d'ailleurs très intéressants aussi pour les femmes, parce qu'on voyait peu d'appétence finalement C'est vrai. pour aller dans le numérique. Mais le numérique ou l'IA, c'est pas juste des modèles algorithmiques, du code, etc. C'est la santé et l'IA, c'est l'éducation et l'IA, c'est l'éthique et l'IA, c'est le journalisme et l'IA, c'est tout ce monde qu'on essaie de construire, pour lequel il faut un maximum d'engagement des jeunes, des moins jeunes, pour aller produire des choses qui soient pour nous acceptable. L'univers dans lequel vous nous faites entrer est totalement extravagant, vertigineux. D'ailleurs, c'était les mots de la ministre Borne qui disait que c'était une analyse humaine. C'est absolument vertigineux. C'est vertigineux. Et nous y sommes, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, la machine que vous nous décrivez, l'organisation de ce monde, on est dedans. On est sur le toboggan, là. On a un TGV qui va très vite, c'est les États-Unis. On a finalement la Chine qui a mis le frein à main à fond pour les enfants en disant stop, ils n'ont plus le droit d'eux. Pour construire un train rationnel qui va au milieu et qui va le faire. Mais il existe le train européen, on n'est pas monté dedans encore? Le train européen se construit en ce moment, il faut qu'on y croie, tous, et qu'on se donne les mesures d'aller justement sur des mesures de démystification, de conscience. Et de pédagogie aussi, c'est ce que vous faites sur le plateau pour essayer de me retirer cette angoisse. Mais vraiment, on a les moyens de le faire. Et je l'ai encore un peu, je ne vous le cache pas. On a les moyens de le faire. En tout cas, vous nous avez apporté une forme d'optimisme aussi sur les questions d'emploi, de remplacement, parce que c'est un vrai sujet, ça. Oui, et puis c'est une créativité pour un emploi plus durable, peut-être plus conscient, avec un meilleur bien-être au travail. Peut-être, qui allégera des tâches répétitives, fastidieuses, pour aller se concentrer sur là où on apporte réellement, et on apporte vraiment parce que l'intuition, les émotions, l'imagination, c'est nous. C'est ça, c'est pas la machine, ça vous nous le redites. On n'aura pas de machine autonome dotée d'une intelligence humaine. Même si elles avaient englobé tout ce qui est écrit dans le monde entier, elles n'auraient pas le goût de la pomme. Parce qu'on a un palais. C'est vrai, le goût de la pomme. Ça, on va rester sur cette idée. Professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, et puis 2 livres, si vous souhaitez vous intéresser à ce sujet que je trouve passionnant et vertigineux. Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, parce qu'on en a quand même pas mal parlé de l'éthique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mettre des cadres à cette espèce de toboggan vertigineux. Et puis un précédent, peut-être d'occasion, comme on dit, Les robots et des hommes, qui était sorti chez Plomb en 2017. Et puis ce rapport qu'on doit avoir en ligne, co-rapporteuse d'un avis du Comité national, le pilote d'éthique du numérique, CNPEN, si vous voulez lire précisément ces fameux enjeux éthiques dévoilés par Laurence de Villers. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et c'est tout de suite.
fenêtre sur l'emploi. On parle d'un nouveau réseau social avec son CMO, c'est-à-dire son directeur marketing, pour le dire simplement, David Bendayan. Merci d'être avec nous. CMO de... Alors, comment on dit ? Former. Former. J'ai eu un mal fou à le dire. On dit former, mais vous avez retiré le, on est d'accord. C'est ça. Nouveau réseau social de la connaissance qui offre, c'est en tout cas votre punchline, une manière d'apprendre 100% adaptée à la génération Z. Racontez-moi, comment ça marche ? Alors, Former, c'est tout simplement le nouveau réseau social français basé sur le partage de connaissances. Donc, sur Former, on cherche tout simplement à mettre en relation des infopreneurs, des mentors, des formateurs, des coachs sur plein de centres d'intérêt différents. Ça peut être sur le sport, la gastronomie, l'entrepreneuriat ou le business en général, avec des membres de la génération Z. Chez Former, on cherche à mettre en avant 2 termes, le Learn and Connect, tout simplement parce que les utilisateurs vont pouvoir venir se former et apprendre de nouvelles choses sur la plateforme, et d'un autre côté, se connecter avec d'autres passionnés sur la plateforme et des membres de la communauté via des groupes de discussion où ils pourront échanger avec des mentors et d'autres. On se le dit simplement, moi je ne suis pas de la génération Z, donc j'ai une application Former, je la télécharge. C'est ça. Ouais. J'inscris un certain nombre de données personnelles pour m'identifier. Et puis ensuite, je me balade sur votre plateforme. On est d'accord ? Voilà, vous pouvez vous balader sur la plateforme. Après, chez Former, on a une spécificité, c'est que pas tout le monde ne peut poster sur la plateforme. Uniquement les mentors qui vont être, entre autres, validés par un des membres de l'équipe Former va pouvoir poster sur la plateforme. Cette validation, elle va servir, entre autres, à éviter une redondance des contenus qu'on va proposer à nos utilisateurs. Et d'un autre côté, elle va servir à avoir une certaine validation de la véracité du contenu qu'on va proposer à nos utilisateurs. Alors l'idée, parce que vous l'avez entendu, évidemment, vous étiez en coulisses à ce moment-là, mais on a eu une chercheuse là, en intelligence artificielle, donc on n'est pas très loin du sujet dont on parlait, c'est-à-dire l'utilisation de data, de données. Mais vous vraiment, vous êtes sur l'idée de l'éducatif, de la connaissance la plus adaptée à la génération Z. Ça veut dire que le modèle actuel éducatif, je dirais du XXe siècle, je dirais même presque du XIXe, il n'est plus du tout adapté à ce qu'attend la génération Z. C'est ça votre pari ? C'est ça. En fait, on est parti d'un constat qu'on a réalisé avec 2 de mes associés. On s'est rendu compte, nous, membres de la génération Z, que le système éducatif français n'était plus du tout adapté aux habitudes et aux modes de consommation de notre génération, étant donné qu'on est une génération qui consomme énormément de contenu vidéo. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Les jeunes ont la tête sur leur téléphone. Enfin, c'est ça. Voilà, ça énerve les parents d'ailleurs. C'est ça. Mais donc le système éducatif, il est plus du tout adapté aux habitudes de consommation. Et du coup, on va aller chercher à créer un réseau social où les jeunes peuvent se retrouver, peuvent échanger et peuvent apprendre sur différents sujets. Chez Former, on a également la volonté de venir décomplexifier certains sujets dont on parle dans l'actualité, comme par exemple les crypto-monnaies ou par exemple le métaverse dont vous avez échangé juste avant. C'est quoi le métavers, votre définition à vous, qui est un spécialiste aussi ? C'est quoi ? C'est un univers virtuel, on met le casque ? C'est ça. Et on a son avatar ? Un univers virtuel, on a son avatar, un peu comme le film Ready Player One, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est une sorte de jeu vidéo où vous rentrez dans une vie parallèle et vous pouvez échanger, jouer, vivre une vie créer une deuxième vie dans un autre monde, un monde qui est virtuel. Et vous avez votre avatar, vous ? On n'a pas un avatar encore, mais on joue à certains jeux dans une forme de métaverse sur un casque qui s'appelle Oculus Quest 2. Je suis entré dans un univers là, totalement déroutant pour moi, pour tout vous dire, parce que je découvre beaucoup de choses. L'objectif final, c'est quoi ? Vous mettez pas à dos l'éducation nationale, vous êtes là en complément. C'est ça. La finalité pour le jeune, l'étudiant, cette génération Z, c'est quoi ? C'est d'apprendre ? C'est ça, d'apprendre, de découvrir de nouvelles passions, de se former sur des sujets et de combler un peu le manque de pratique qu'on va avoir au niveau de l'éducation. Personnellement, quand on a monté Former, on avait beaucoup de mal à se familiariser avec des termes comme SAS, SARL, on ne savait pas trop quel statut choisir. C'est des sujets qu'on veut aborder chez Former, qu'on veut vulgariser chez Former pour simplifier la vie aux membres de notre génération, tout simplement. Racontez-nous la genèse, c'était créé quand, Former Former, ça a été créé il y a à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, c'est tout jeune. C'est tout jeune, exactement.
Vous avez l'appli, on peut l'ouvrir. On a l'appli, on peut l'ouvrir sur iOS pour l'instant. On est actuellement en train de faire une levée de fonds pour pouvoir développer la partie Android, mais également se développer à l'international avec la version anglaise qui va pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives pour Former. Votre intérêt, il est très important, c'est d'avoir le plus grand nombre, évidemment, de ceux qui vont ouvrir l'application, mais vous cherchez des mentors aussi, j'imagine. C'est ça. Vous faites un appel aux mentors, là, parce qu'on parle beaucoup de mentoring sur ce plateau. Vous cherchez des mentors. C'est ça. Si jamais des mentors souhaitent nous rejoindre pour partager leur contenu, ils peuvent directement se rendre sur notre site pour prendre rendez-vous avec nous. Et du coup, on cherche des mentors. On s'est rendu compte que les créateurs de contenu qualifiés, ils ont du mal à monétiser leur contenu et à vivre de leurs vidéos. Donc nous, on va chercher à leur apporter une solution clé en main qui va leur permettre de tout simplement se focus sur la partie création de contenu et de nous laisser la partie génération de revenus pour leur permettre de générer des revenus passifs sur Former et se focus sur la partie partage de connaissances. Donc sur un modèle économique intéressant de type YouTube, au nombre de clics, au nombre de vues, c'est ça? Alors ils ont la possibilité de mettre en vente des formations et nous, on prend des commissions sur les formations qui sont vendues, un peu sur le modèle OnlyFans, où on prend des commissions sur toutes les formations qui sont vendues. C'est des modules de formation assez courts, sous forme de mini-séries de 3 heures maximum, séquencées par épisode de 10 minutes, pour garder tout de suite cette attention des utilisateurs, donc des membres de notre génération qui est assez courte. Votre génération, David, c'est quoi votre cible? C'est les 16-25? C'est quoi la tranche d'âge? On est à peu près exactement sur les 16-25 ans, mais après, peut-être un peu plus vieux également, sur toutes les personnes qui souhaitent s'instruire. Potentiellement, on peut aller cibler également les gens qui veulent se reconvertir professionnellement, qui ont envie de découvrir des nouveaux métiers, et pourquoi pas prendre une formation pour découvrir, par exemple, le métier de photographe, de monteur, et s'intéresser potentiellement après à faire une vraie formation professionnelle sur ce milieu. Oui, ce qui est l'occasion, c'est de découvrir, d'avoir un regard, et puis ensuite d'approfondir peut-être en allant un peu plus loin, mais vous donnez envie, vous faites découvrir des métiers. C'est ça, exactement. Avant de nous quitter, c'était quoi votre modèle quand vous avez créé, vous avez monté Former? C'était quoi dans votre tête? Il y avait qui devant vous? C'était Instagram, c'était Snapchat, c'était TikTok, c'était quoi l'idée? C'est tout simplement un mélange de tous ces réseaux. Bah oui. Un mélange de tous ces réseaux. On a essayé de reprendre un peu les codes des réseaux qui marchent actuellement, donc TikTok, Instagram Reels, de reprendre tous ces codes et de créer un espace sain. 100% vidéo, hein, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est important de préciser, il n'y a pas de texte partout, c'est de la vidéo. C'est ça, 100% vidéo. On a essayé de créer un espace sain, un espace dépourvu de tout ce qui est fake news et de créer une réelle addiction de notre génération, mais une addiction qui est bonne, une addiction à la connaissance, du coup sur Former, le réseau basé sur le partage de connaissances. Partage de connaissances, de l'éducatif, de la découverte des métiers. C'est ça. Et puis aussi peut-être la possibilité de pouvoir donner des conseils, vous l'évoquiez, aux jeunes entrepreneurs, ceux qui créent leur auto-entreprise ou leur SARL ou leur SAS, avec, on a souvent besoin d'un petit coup de pouce juridique, et ça vous l'avez aussi sur le réseau social Former. Je vous souhaite bon vent. Merci. David Bédaillan. Vous êtes le CMO, c'est-à-dire le directeur marketing chez Former, créé il y a presque 2 ans maintenant. C'est ça, exactement. Bon vent à Former. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission. Je remercie évidemment toute l'équipe de Smart Job. Je remercie Lauriane à la réalisation. Je remercie Héloïse pour le son, évidemment. Je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot. D'ici là, restez fidèles évidemment à tous nos programmes. Je serai là demain pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités. Passez une agréable journée. Bye bye.